Parce que la santé et le bien-être, ça passe aussi par l'activité physique. Harmonie Mutuelle est partenaire du Semi de Paris depuis 3 ans. Au-delà d'être une complémentaire santé, c'est surtout une mutuelle qui s'engage dans la prévention, notamment en défendant l'accès au sport et la pratique d'une activité physique régulière. Alors si vous aussi, vous voulez relever le défi cette année, je vous invite à retrouver tous les conseils pour bien se préparer sur www.harmoniemutuelle-semi-de-paris.com. Bienvenue sur Objectif Semi, le podcast officiel de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Que vous soyez débutant ou à la recherche d'une performance, nous allons vous donner toutes les clés pour réaliser votre préparation sportive dans les meilleures conditions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur Objectif Semi, le podcast officiel de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans cet épisode à une période très délicate dans la préparation d'un semi-marathon, puisqu'il s'agit de la gestion des dernières semaines d'entraînement. Alors comment gérer cette période clé pour ne pas faire d'erreur et mettre toutes les chances de son côté? Eh bien, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Koal, athlète de haut niveau et entraîneur running au Périgueux Athlétisme. Johan, merci d'avoir accepté cette invitation de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Comment vas-tu ? Bonjour à tous, merci à vous pour cette invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Tout va bien, on est en été même s'il fait pas très beau. On profite quand même des vacances et on a impatience, j'ai impatience surtout de remettre les baskets aux pieds pour retrouver la compétition. Alors je crois que tu n'es pas le seul à avoir envie de recourir en compétition et ça tombe bien puisqu'on est maintenant à quelques semaines du départ de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris qui aura lieu cette année exceptionnellement le dimanche 5 septembre prochain, ce qui veut dire que on est à un mois près à l'heure où on enregistre cet épisode de la date fatidique et généralement cette dernière ligne droite, c'est souvent la période où les athlètes cogitent beaucoup. Chez certains, le doute va s'installer et ils vont commencer à se demander s'ils sont vraiment prêts. Chez d'autres, ça peut peut-être être de la culpabilité parce qu'ils n'ont peut-être pas réussi à faire toutes les séances qu'ils voulaient par manque de temps ou d'envie. Et chez d'autres, au contraire, ils sont excités, ils ont beaucoup de confiance en eux et des fois, ils n'hésitent pas même peut-être à en faire un petit peu trop. Bref, on l'aura compris, c'est une période qui est assez délicate et piégeuse. Et justement, j'aimerais bien avoir ton avis sur un point. Dans quel état d'esprit on doit aborder ces dernières semaines avant notre semi-marathon ? Cette question tombe vraiment bien parce qu'il y a quelques jours, j'étais avec les juniors qui préparent les championnats du monde en demi-fond pour l'athlétisme français. Ils partent en Nairobi dans quelques jours d'ailleurs. Et du coup, c'est exactement pareil. C'est similaire à ce que peut retrouver un coureur sur 10 km, semi, voire marathon. Ce dernier mois, c'est le mois le plus important. Le plus important pourquoi ? Parce qu'on est dans une période ou de doute ou de surconfiance et on peut avoir, comme tu le disais, justement un peu de stress, un peu de séances qui passent bien, d'autres qui se passent mal. Et c'est là où ça va vraiment être important de savoir se mobiliser, de se connaître pour gérer un peu ses émotions, son travail à l'entraînement et arriver le plus serein possible, sans être en excès de confiance, sans être en sous-confiance. C'est vrai que c'est compliqué, encore une fois, ça va être de la connaissance personnelle, faire confiance à son entraîneur si on peut avoir un entraîneur, respecter les temps qu'on s'est donnés, les zones de travail qu'on s'est données, essayer d'être le plus dans la continuité possible sur ce dernier mois et de voilà, surtout pas vouloir trop en faire. Comme disait souvent Philippe Dupont, qui est l'entraîneur national français de grands champions, notamment qui a amené Maïdine Mekissi à plusieurs titres plusieurs médailles olympiques ou mondiales. Ces derniers mois, voire ces derniers jours, faut avoir l'impression de rien faire à l'entraînement. Et ça, c'est le plus dur à assimiler et à comprendre et à mettre en œuvre parce qu'on se dit qu'on fait rien, on s'encrasse, on dort. Souvent, quand on fait une journée de repos, le lendemain et le surlendemain, on se sent pas super bien, alors que ça a toute son importance dans l'entraînement. Savoir se reposer et rien faire, ça fait partie de l'entraînement pour progresser. Et ça, c'est encore plus important dans une phase finale d'approche de compétition. Effectivement, d'ailleurs, le but d'un plan d'entraînement, c'est de nous conduire à ce qu'on appelle le pic de forme le jour de notre compétition, afin que l'on puisse donner tout simplement le meilleur de soi-même, être à 110% le jour de notre course. Mais avant de rentrer dans le détail de cette étape clé, est-ce que, Johan, tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste concrètement un pic de forme ? Tout simplement, le pic de forme il correspond à chacun. Chacun a son propre pic de forme par rapport à l'exploitation. Ouais, voilà, et en gros exploiter son potentiel au maximum sur un jour voulu, un jour souhaité. C'est-à-dire que pour les sportifs sur piste, là par exemple cette année, à 90% des sportifs, même 100%, je dirais des athlètes présents aux Jeux Olympiques,
le pic de forme devait être programmé pour les Jeux Olympiques. Un athlète comme Jimmy Gressier, par exemple, qu'on voit qui fait 13,08 cette saison en compétition, arrive aux Jeux Olympiques, il fait 13,11 en finale des Jeux Olympiques, on peut dire que son pic de forme, il est optimisé, parce qu'il a une série dans les jambes, il a la météo qui a été particulière, il court en 13,11, il fait une grosse finale. Ça, c'est un pic de forme qui est contrôlé, qui est maîtrisé. Ça montre qu'il arrive au moment clé de sa saison où il est potentiellement le plus fort et ça se voit concrètement sur le terrain. Donc ça, avant toute chose, c'est apprendre à se connaître à l'entraînement, maîtriser ses sensations pour faire des erreurs. Des fois, de temps en temps, on fait des erreurs pour arriver à optimiser le jour J, le jour souhaité, un pic de forme pour monter progressivement en puissance et savoir le jour J exploiter le maximum de son potentiel sur l'instant T, l'instant voulu. Et ça, ça se travaille dès l'entraînement. De toute façon, on le sent quand on commence à être en aisance de course, quand on est plus rapide que d'habitude ou autre, justement savoir calmer de temps en temps ou accélérer parce qu'on est moins bien ou autre. C'est tout un tas de réglages. Et la base de ça, c'est vraiment apprendre à se connaître pour savoir quand est-ce qu'arrive son pic de forme. Ça, c'est la connaissance personnelle ou peut-être un entraîneur qui va nous suivre depuis un petit moment, qui va aussi juger de ça. Donc ça, c'est vraiment... moi, j'ai travaillé depuis 15 ans, je travaille depuis 15 ans avec mon coach, et il sait les phases où je vais être bien ou moins bien, et savoir adapter l'entraînement en fonction des chronos, d'une attitude de course plus qu'un chrono même, j'ai envie de dire. Ça se voit vraiment sur l'allure du sportif quand on est bien ou pas bien. Et ça, c'est des choses qui se travaillent. Voilà. Sur le dernier mois, on va essayer de peaufiner pour monter en forme. Et comme on le disait tout à l'heure en amont, c'est pas en faire trop ni pas assez, c'est faire juste ce qu'il faut pour arriver à son pic de forme. C'est très clair, hein. Si j'ai bien compris, le pic de forme, c'est vraiment l'aboutissement de notre préparation pour le semi-marathon. C'est vraiment le moment où notre potentiel est porté à son paroxysme. Mais du coup, comment on peut vraiment le programmer pour qu'il soit le jour de notre compétition? Et selon toi, est-ce qu'on peut avoir plusieurs pics de forme dans une saison ou au contraire, c'est quelque chose qui arrive qu'une fois dans l'année? On peut avoir, je dirais, 2, peut-être 3 pics de forme dans la saison. Pour un semi-marathon, je dirais 2, forcément. C'est sûr que c'est possible d'avoir 2 pics de forme, mais bien évidemment espacés. On va pas avoir 2 pics de forme parce que ça dure 3-4 semaines. On peut avoir une zone où elle est 3 semaines où on optimise son potentiel. Et l'idéal, c'est de de le condenser dans une semaine pour vraiment cibler la compétition souhaitée. Mais du coup, en avoir 1, voire 2 dans l'année, c'est déjà bien parce que c'est complètement, c'est difficile d'y arriver à son pic de forme. Et c'est un état où on se sent vraiment bien et dans lequel on est euphorique, dans lequel on est vraiment bien et du coup qui est pas facile à aller chercher. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une connaissance personnelle pour arriver à trouver celui-ci. C'est des petits réglages, hein. En gros, le sportif, quel que soit son niveau, ça va d'une voiture de course, j'aime pas dire ça parce que ça fait vraiment parler de l'élite ou de l'amateur, mais d'une petite voiture de course à la Formule 1. La Formule 1, c'est vraiment des petits réglages très très précis, ça c'est l'élite. Et la voiture de course amateur, mais il y a quelqu'un qui va vouloir se faire plaisir et qui va faire ses petits réglages aussi pour être performant. C'est pareil dans la course à pied. On peut être amateur et trouver son pic de forme et justement trouver du plaisir à s'entraîner pour arriver en forme à un instant voulu. Et ça, c'est pas facile à trouver. Très honnêtement, c'est pas facile parce que pour moi, personnellement, je pense que pour arriver à trouver son pic de forme, il faut savoir aussi à un moment donné passer en surentraînement, être à la limite du surentraînement, peut-être trop en faire pour savoir ça ne nous correspond pas parce que je suis allé trop loin dans la douleur, trop loin dans l'entraînement, dans le kilométrage ou l'intensité, et du coup se dire là je suis à mes limites, c'est vraiment trop dur. Donc descendre d'un cran ou deux son entraînement. Donc ça se travaille en amont. Sur la phase finale, là maintenant c'est juste des petits réglages. Techniquement, à un mois du semi-marathon, vous devez être capable de savoir comment arriver sur ce dernier mois en progression linéaire pour être vraiment le mieux possible sur la compétition. L'erreur numéro 1 à ne pas faire, c'est à J-10, à partir de J-10, on arrête toutes les grosses séances. Ça, c'est le truc de base, et quelle que soit sa discipline. La dernière grosse séance, au plus tard, c'est J-10. Et ça, quand on adapte ça dans son plan d'entraînement, on a compris une chose importante dans l'entraînement. J-10, la grosse séance, et après, c'est que du bricolage sur les derniers jours qui arrivent proche de la compétition. Et ça, qu'on fasse du semi, du 1500 ou du marathon. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de sportifs différents et j'ai moi-même testé beaucoup de choses à l'entraînement et vraiment J-10, ça se rapproche pour tout le monde. C'est vraiment cette ligne de conduite à tenir pour optimiser son objectif. Merci Johan, et d'ailleurs tout à l'heure tu vas nous donner tes conseils pour adapter nos entraînements justement durant cette étape un peu clé des dernières semaines avant la date fatidique. C'est la fameuse période d'affûtage, cette période qui doit nous conduire à notre pic de forme. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler Johan quels sont les enjeux de la période d'affûtage et surtout à partir de quand est-ce qu'on doit la programmer dans son plan d'entraînement?
Ben là, elle tombe parfaitement bien cette période d'affûtage. Si vous écoutez ce podcast, justement, c'est pour vous, c'est le bon moment de commencer. C'est-à-dire à se faire des petits, j'ai envie de dire, des petits sacrifices personnels. Peut-être commencer à moins manger de glace et plus s'orienter vers les fruits, même s'il fait chaud en été. Commencer à, voilà, à être un peu plus pro et consciencieux dans son alimentation. On arrive à 4 semaines, voire 3 semaines. Si on se tient une rigueur alimentaire un peu plus stricte 3 semaines avant la compétition, ça commence à être le moment clé. Et du coup, forcément, si on mange mieux, ça va apporter plus de sensations, plus de performance. On va s'affûter, donc maigrir un petit peu, même si on cherche pas à tout prix à perdre du poids. Dormir mieux, essayer pareil de s'adapter, même si on se couche que 10-20 minutes plus tôt et qu'on fait ça tous les jours, voilà, petit à petit, aller chercher le 1 heure de sommeil en plus par jour, ben, c'est encore mieux si on peut le faire, hein, bien évidemment. Et boire régulièrement, essayer vraiment de s'alimenter comme il faut et en plus les chaleurs vont commencer à arriver, même si elles auraient déjà dû être là depuis longtemps, et vraiment avoir ces 2 litres d'eau à portée de main par jour et s'y tenir, mais ça c'est vraiment le strict minimum. Donc c'est des petits détails qu'on va amener dans ce dernier mois, qu'on va essayer de faire un peu plus de petits détails, surtout ces 3 dernières semaines à l'approche de la compétition. Dormir un petit peu mieux, manger un petit peu mieux, et s'hydrater un petit peu mieux pour pouvoir, voilà, s'affûter et être mieux dans son corps, voilà, de toute façon dans un bien-être général. Et ça c'est une ligne de vie, une conduite de vie pour un bien-être général, qu'on soit sportif ou non. Et ça va vous amener, voilà, en plus de l'entraînement, à aller vers l'optimisation de son potentiel et optimiser son potentiel pic de forme sur l'instant voulu, qui est justement le semi-marathon. Très bien, donc l'idée, eh bien, c'est tout simplement de relâcher progressivement le volume et l'intensité de nos entraînements pour permettre à notre corps, eh bien, d'assimiler tout le travail effectué pendant notre prépa pour l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. On va l'aider à se reposer, on va l'aider à mieux récupérer, mais attention, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit plus rien faire, parce que là, le risque, évidemment, c'est de perdre tous les bénéfices de notre préparation. Johan, selon toi, qu'est-ce qu'on doit garder comme type de séance pour bien optimiser cette période? Parce que l'idée, c'est pas de ne rien faire non plus pendant 2 semaines. Ah non, non, c'est sûr, la phase de repos complète, elle est importante sur un jour ou deux. Si on a 2 jours de repos complet par semaine, c'est bien. Respecter son plan, c'est important. Mais sur ces J-3, j'ai envie de dire, ces 3 dernières semaines, la séance importante, c'est vraiment la séance à J-10. Donc ça, c'est vraiment à voir avec son plan d'entraînement. Je vais pas vous dire une séance pas au pifomètre, mais une séance comme ça qui sera pas adaptée à votre préparation. Mais l'idée, c'est de garder un peu tout le mix de l'entraînement, que ce soit du volume en nature. J'aime bien mixer un peu les entraînements pour être dans le comment dire dans le vrai sur ce qu'on optimise, enfin pour optimiser sur le semi-marathon. Donc privilégier par exemple les sorties longues, le fartlek en nature ou les sorties, les runs un peu plus longs, 1 heure, 1h15, 1h20 selon notre temps, pareil en forêt ou sur une voie verte, enfin peu importe, et aller chercher un peu plus de spécifique ou sur une séance de côte ou sur une séance de piste. Donc ça peut être des séances plus courtes que le semi-marathon. Donc si on va chercher des 8 à 10 fois 3 minutes en nature, sur piste, on va vraiment chercher un peu plus de vitesse. Et la jonction des deux va faire qu'on va tout travailler en fait. On va travailler sur l'endurance fondamentale, on va travailler sur le spécifique un peu plus court, et le mix des deux va faire qu'on va arriver justement dans notre pic de forme pour l'approche de la compétition, et du coup se faire plaisir. On va se faire plaisir sur des sorties longues, des petites choses un peu plus courtes sur piste, ou si on n'aime pas sur piste, sur du fractionné un peu plus court, ou de la séance de côte, très important, la séance de côte qu'il ne faut surtout pas négliger. Je fais souvent des vidéos YouTube là-dessus, parce que c'est quelque chose que le coureur de tout niveau n'optimise pas forcément à 300%, et qui est hyper important. Et ça, quelle que soit votre discipline de prédilection, la séance de côte, ça permet de faire de la musculation naturelle par excellence, et ça, c'est vraiment très important de ne pas le négliger. Mais par contre, à J-10, on arrête les côtes, parce que ça laisse une trace musculaire, une fatigue musculaire beaucoup plus conséquente. Mais du coup, on faut le mettre de côté. Mais je vous dis, un peu de côte, un peu de fractionné court sur piste ou en nature, et du fractionné long en nature. On va pas forcément chercher allez, j'ai déjà vu des séances de sportifs qui faisaient des 16 fois 1000, des choses comme ça sur piste. Ça va juste nous prendre la tête et nous fatiguer plus qu'autre chose. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de prendre du plaisir dans ces derniers mois, travailler dur, mais en gardant la notion de plaisir pour pouvoir être frais sur le semi-marathon et être frais à l'instant T. Donc encore une fois, les règles principales, c'est J-10, dernière séance, plus de séance de côte dans les 10 derniers jours avant une compétition. Et voilà, les 10 derniers jours, on doit avoir l'impression d'être dans une phase de semi-repos, j'ai envie de dire. C'est vraiment du bien-être, c'est un petit fractionné pour tourner les jambes à J-7 ou J-6 selon sa préférence. Et voilà, et les 5 derniers jours, c'est des footings, des lignes droites, des choses vraiment toutes simples. Il y a plus de travail, c'est plus nécessaire d'aller chercher du spécifique, parce qu'on l'aura fait en amont, et que dans ce dernier mois, voilà, je vous l'ai dit,
le, le mix entre le long et le court, ça va vous affûter comme il faut. D'accord. Et justement, Johan, tu dois savoir ça, mais beaucoup de coureurs et de coureuses ont quelquefois ressentent le besoin de se rassurer avant une compétition. Ils ont besoin de se dire toutes les choses que j'ai mises en place à l'entraînement ont été efficaces et vont porter leurs fruits. Et du coup, je sais qu'il existe des séances dites des séances tests pour mesurer notre état de forme. Selon toi, quel type de séance on peut réaliser pour savoir si on est prêt pour le jour J? Euh, pour un semi-marathon, en fait, encore une fois, la base clé de l'entraînement, et quel que soit votre niveau, c'est important de se connaître, de savoir, voilà, savoir gérer son effort pour savoir ressentir un petit peu si on est bien ou si on n'est pas bien. La séance test, je dirais que c'est un peu à faire à J-10. Et moi, je la ferai de préférence. Je suis pas encore passé sur semi-marathon, même si je l'ai un peu travaillé à l'entraînement, mais plutôt sur 10 kilomètres. La séance qu'on disait souvent pour un 10 000 ou un 10 kills, c'était 8 fois 1000. Alors finalement, c'est que 8 kilomètres, mais c'est un 10 000 qu'on prépare. Et pourtant, c'est sur ça qu'on arrive à avoir des repères et des comment dire, et des entraînements qui vont nous parler un petit peu. Et j'en parlais tout à l'heure, c'était le fartlek long un petit peu que j'aime beaucoup effectuer moi aussi à l'entraînement. Pourtant, je suis un coureur de 1500, mais qui je trouve est plutôt pas mal. Et je dirais que ça serait plutôt sur une attitude de course que sur un chrono GPS ou autre. Parce que si c'est faire cette séance qui est 10 fois 3 minutes, récup une 30, si on effectue cette séance à J-10 et qu'on a l'allure GPS qui correspond pas à notre allure souhaitée sur le semi, mais qu'à la fois on se sent bien dans son entraînement, qu'en attitude on était bien, cardiaquement on était bien, il faut un peu laisser le GPS et le cardio de côté. J'ai envie de dire que de temps en temps, on est trop régulé aujourd'hui avec la technologie. C'est très bien de travailler comme ça, mais il faut aussi, je me répète encore une fois, mais se connaître, c'est avant toute chose une priorité. Et si on fait 10 fois 3 minutes, récup une 30 avec un bon vieux chrono, qu'on s'en sort bien, qu'on est à l'aise dans sa course, mais justement, on va moins se prendre la tête que si on est trop vite ou trop lent. Trop vite, on peut avoir de trop gros objectifs et se perturber sur l'instant T de la compétition, ou trop lent, ça peut nous perturber les 10 derniers jours en se disant, mince, j'ai fait 10 fois 3 minutes, je suis pas dans mon allure de compétition souhaitée, parce que je suis en 4 minutes au kilo, du coup, c'est pas cool et ça va nous travailler les derniers jours. Je suis pas prêt et ça, c'est pas bon du tout. À l'inverse, si on est trop bien et que c'est de confiance, on va arriver sur la compétition, on va partir à fond, ça va vite déchanter parce que c'était juste une séance fractionnée. Et voilà, donc c'est important de bien se connaître et de travailler aux sensations. Prenez cette séance, 10 fois 3 minutes, elle est vraiment bien en plus à J-10 d'un semi. Posez le GPS, posez le cardio et faites-vous plaisir. Et ça, c'est important. De toute façon, c'est du sport plaisir. On cherche tous, quel que soit notre niveau, à prendre du plaisir. Et ça on l'a un petit peu oublié en 2021. On est trop dans le ratio kilométrage, allure de course, cardio et tout. Moi, le premier, mais de temps en temps, il faut savoir revenir aux fondamentaux qui sont, voilà, trouver son aisance de course, trouver son rythme, prendre du plaisir, regarder le paysage et pas regarder son GPS toutes les 3-4 minutes. Johan, les dernières semaines d'entraînement sont aussi synonymes de stress et de pression qui montent chez certains coureurs. Pour gérer cette période délicate, il existe plusieurs disciplines qui peuvent vous aider, justement, dans ce qu'on appelle la préparation mentale. Je pense notamment à la sophrologie ou encore la visualisation. Selon toi, est-ce que cette préparation mentale, elle peut vraiment nous aider à être dans de bonnes conditions avant une compétition? Ah, complètement, complètement. La sophrologie, mais en fait, j'ai un peu tout fait. Je suis pour le coup un bon exemple parce que j'ai testé la sophrologie, j'ai testé de travailler avec un psy du sport et là, j'ai un préparateur mental cette année aussi qui m'accompagne. Mais en fait, ça m'a apporté, chaque chose m'a apporté un complément dans ma préparation. Donc chaque chose est complémentaire. C'est pas du tout, je vous dis pas d'aller faire les trois, mais chaque chose a son petit plus qui va vous aider à aborder cette compétition d'une manière sereine. La majorité de ces trois choses, c'est qu'on se ressente sur nous-mêmes. C'est un objectif qu'on se donne pour nous. Si on s'est donné les moyens d'y arriver, il n'y a pas de raison de paniquer, de se mettre en extra stress ou voilà, ou avoir de gros doutes, même si ça va venir forcément. Et c'est savoir gérer ce stress dans le bon sens. À courir sans stress, c'est pas bon non plus. C'est vrai que si on arrive sans stress, c'est qu'on s'en fiche, que c'est pas important ou autre. Savoir du stress, c'est important, mais de bien le gérer et d'avoir du bon stress pour y arriver. Et donc la sophrologie, ça va vous faire vous recentrer sur vous-même et prendre en conscience qu'on s'est préparé, on a fait ce qu'il fallait pour y arriver. J'ai envie de dire la prépa mentale que j'ai pu travailler, moi, c'est en gros, se casser les limites de comment dire, de chrono, ouais, d'objectifs, de place, de chrono, d'adversité, un peu évacuer toutes ces paramètres extérieurs un peu qu'on ne contrôle pas et qui peuvent nous perturber. Et le psychologue du sport m'avait amené à, en gros,
à travailler sur un événement qui m'avait réussi en compétition et se revisualiser cet événement sur ce dernier mois, même sur la ligne de départ. Tu revisualises l'événement où tu étais en bien-être, où ça s'est bien passé, ça peut être une séance ou une compétition, et du coup te le revisualiser pour te remettre dans ta course et te dire ça a déjà marché auparavant, et du coup ça peut marcher aussi aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison. Tout ça, encore une fois, ça revient sur le bien-être intérieur et sur se refocaliser sur soi-même, en fait. Comme je dis, si on est bien avec soi-même, qu'on est confiant dans sa préparation, dans son entraînement, on va avoir du stress, c'est normal. Le but, c'est de pas se faire bouffer par le stress pour pas pouvoir être paniqué. La dernière nuit, il se peut qu'on dorme pas, mais on a accumulé du sommeil en amont parce qu'on a été vigilant, et je vous l'ai dit, on a rajouté 10-15 minutes par jour, on a été au lit un petit peu plus tôt. Et ben ça, c'est des heures cumulées qui sont conséquentes. Et comme je dis, tout ce que le corps a fait et a produit, il a engrammé ça. Et ça s'oublie pas. Et ben c'est tout ça que la sophrologie, la prépa mentale ou psychologue du sport vont vous amener à prendre en conscience, et en gros pour être relâché, détendu le jour J, mais avec la bonne pression, parce que c'est bien d'avoir ce petit cœur qui monte aussi avant le coup de pétard, et c'est normal, c'est ce qu'on recherche aussi, hein. Ça crée de l'adrénaline, et c'est ce qu'il faut. Donc s'en servir dans le bon sens, c'est pareil sur une séance, peut-être avoir un petit début de séance parce qu'on est un peu en stress et tout quelques semaines avant la compétition, ou sur la séance à -10, faire monter un peu le cardio, on part un petit peu vite, on s'emballe, mais on se régule vite sur les 2-3 premières foulées, et puis c'est parti. Une fois qu'on est lancé, voilà, on attend que ça, et voilà, on est tous pareils, hein, on a tous envie de s'exprimer, et ça, pour ça, c'est important d'avoir conscience que c'est avant toute chose pour soi qu'on le fait. Johan, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant aux toutes dernières heures avant le départ de notre compétition, et notamment la veille de course. Il y a un débat autour de tout ça. Est-ce qu'on doit s'entraîner ou pas avant une compétition, la veille d'une compétition? Toi, quelles sont tes habitudes et qu'est-ce que tu peux nous recommander? Alors, en fait, c'est vraiment pareil, encore une fois, je me répète énormément, et dans tous les podcasts qu'on a pu faire ensemble, pour moi, je suis basé sur le ressenti avant toute chose, et ça depuis 15 ans, on travaille toujours comme ça, et en fait, j'ai pas de ligne de conduite sur ma pré-compétition. De manière générale, je fais repos complet l'avant-veille, et la veille, je fais un footing des lignes droites, et le matin de la course, c'est vraiment au feeling. Mais ça, c'est les grandes lignes, en fait. Et ça arrive des fois que le matin d'une course, je cours. Genre, il faut que ce soit minimum 6 heures avant. Si la course est à 6 heures du matin, je vais pas courir. Mais quand j'ai eu des séries au championnat du monde qui étaient à 11 ou 12 heures, 11 heures ou midi, j'allais courir à 5h30 du matin, faire un petit réveil musculaire ou une petite marche. Ça, c'est vraiment un ressenti personnel. C'est pour un peu se délier les jambes, 15-20 minutes. Hein, c'est vraiment très, très light et très, très lent. Mais c'est vraiment un ressenti personnel. Et pareil, la veille de compétition, c'est vraiment aléatoire. D'habitude, je fais du 20 à 25 minutes et des lignes droites. Et à Rio en 2016, dans la pré-compétition, j'avais besoin de courir, d'évacuer un petit peu plus. J'ai fait 40 minutes et quelques 200 mètres, alors que ça m'était jamais arrivé en amont. Et pourtant, j'ai ressenti ce besoin-là. Donc pourtant, c'est la veille d'une finale olympique, de l'objectif majeur de ma saison, voire de ma carrière. Et du coup, j'ai modifié mon entraînement. Ça m'a pas perturbé, au contraire, je sentais que j'en avais besoin. Donc c'est savoir s'écouter dans la limite du raisonnable. On va pas aller faire un tempo et du fractionné à 300 à l'heure. C'est savoir s'écouter et faire des choses qui soient logiques par rapport à son objectif. Et du coup, ne pas trop en faire aussi sur la veille de compétition. Comme je dis, il faut être en osmose avec soi-même et avoir quand même l'impression de manière générale de terminer sa pré-compète, on appelle ça une pré-compète, dans un bien-être. Faut pas créer de la fatigue. C'est tourner les jambes, faire ventiler un peu, monter un petit peu le cardio, et puis voilà, on termine sur comme si on avait fait un échauffement de compétition, en fait. Et du coup, c'est ça l'idée. Merci pour ces conseils bien précieux. Johan, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un endroit qui est bien connu des coureurs et des coureuses, puisqu'il s'agit du sas de départ. Et tu sais que c'est toujours une ambiance assez particulière dans ces sas. Selon toi, dans quel état d'esprit on doit être dans un sas de départ? C'est quoi la bonne attitude à avoir pour bien réussir sa course? Toi, par exemple, comment tu gères ça? Moi, mon travail a été beaucoup basé là-dessus, sur la sophrologie, parce que j'ai eu des compètes où j'ai abordé ces compétitions avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner. Ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai pris une sophrologue et que j'ai travaillé avec une sophrologue. Et le point numéro un qu'elle m'a apporté, c'est d'arriver à partir à des années-lumière, à des kilomètres de cette ligne de départ. Donc, t'es sur la ligne de départ, t'es dans son sas. Et pour autant, je pense à un moment de bien-être dans ma vie. Pour moi, et pour en toute honnêteté, ce moment de bien-être, c'était sur un footing en famille à Fourmeux. Ma femme me suivait à vélo avec mes 2 enfants sur le porte-vélo. Et je faisais un footing très très lent, hein, mais dans un cadre idéal où c'était voilà un bien-être sur ce footing-là. Ça roulait, ça tournait bien. Et sur une ligne de départ des Jeux Olympiques ou des Championnats du Monde,
Et j'arrive au moment de m'élancer, je suis complètement déconnecté, je suis à l'autre bout du monde à Fourmeux. Et ça, ça fait revenir aux sources, revenir à soi-même. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est important, c'est d'arriver à repenser à autre chose. On est quand même concentré sur son événement parce que c'est sur l'espace de quelques secondes que je me visualise à l'autre bout du monde, mais ça fait du bien en fait. On se rend compte que la vie c'est quoi ? La vie c'est la famille, c'est tout autre. Enfin c'est pas que se mettre la pression pour la compétition de l'instant T. C'est important de se la mettre, mais du coup d'arriver un moment à relativiser. Voilà, le mot juste relativiser. C'est que du sport, c'est que du sport. Donc on va stresser, c'est normal, mais on a fait toute une préparation, on a adapté toute sa vie pour ça sur ces dernières semaines. On a adapté son entraînement, on a adapté son alimentation, son sommeil, son hydratation. Si vous avez bien écouté ce podcast, vous avez mis tout ça en place. Et du coup, relativiser, c'est du sport, c'est du plaisir. Allez, on atteint son objectif, on ne l'atteint pas, mais on donne tout pour y arriver. Et ça, c'est important. Donc, on s'évade quelques secondes, on pense à autre chose, et puis on revient sur la ligne de départ chaud bouillant en attendant le coup de pétard pour, je dis souvent, lâcher les chevaux et lâcher la bride pour s'élancer. Merci Johan pour tous tes conseils. Ça a été un épisode extrêmement riche et intéressant. Si on devait synthétiser tout ce qu'on s'est dit, quels seraient les éléments clés à retenir pour bien gérer cette dernière ligne droite, ce dernier mois avant une compétition ? C'est les éléments clés. Adapter sommeil, alimentation, hydratation progressivement sur ce dernier mois. Essayer d'être un peu plus vigilant. Donc ça, c'est la phase numéro 1. À partir de J-10, on arrête les gros entraînements. On reste dans un esprit de bien-être et de confort d'entraînement. Donc c'est pas dur. Et profitez de vos proches. Prenez soin d'eux d'ailleurs, parce que quand vous serez sur la ligne de départ, vous aurez peut-être ces moments en tête où vous avez profité de vos proches qui vous ont peut-être accompagné à l'entraînement ou pas. Et dans un moment de doute, de stress ou de difficulté pendant la compétition en elle-même, ça peut vite vous redonner du boost et vous remotiver. Donc revenir aux sources, revenir à soi-même, être un petit peu plus professionnel et calmer ses J-10 pour être à fond dans son objectif et du coup optimiser l'instant T. Et encore une fois, que ça marche ou que ça ne marche pas, si vous avez tout fait pour y arriver, il y aura beaucoup moins de regrets que si on a été un peu en accordéon sur ce dernier mois. Merci infiniment, Johan, pour tous tes conseils. Je rappelle le nom de ta chaîne YouTube, Johan Koal, pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur toi et connaître tous tes conseils. Et je te dis peut-être à bientôt sur la ligne de départ de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, qui sait ? Oui, pourquoi pas, à déterminer, on verra. C'est la surprise. À bientôt. À bientôt, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur la page Instagram et Facebook de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Et si vous cherchez des conseils pour vous préparer dans les meilleures conditions, rendez-vous sur www.harmoniemutuellesemideparis.com. Vous trouverez tous les liens en descriptif de cet épisode. Je vous dis à bientôt.